D'après de nombreux experts, climatologues et lanceurs d'alerte, la raréfaction de l'eau douce est l'un des défis les plus préoccupants de notre siècle. Ce n'est plus une hypothèse lointaine, mais une réalité qui s'installe progressivement et qui menace l'équilibre de nos sociétés. Selon les projections des Nations Unies et de plusieurs instituts spécialisés, d'ici 2050, jusqu'à 5 milliards d'êtres humains, soit près de la moitié de la population mondiale, pourraient être confrontés à des pénuries d'eau. Ce chiffre, vertigineux, traduit une crise silencieuse mais systémique qui affecte déjà des millions de personnes chaque année. Personnellement, je trouve cela terrifiant. Pas seulement pour les chiffres, mais pour ce qu'ils signifient. Une pression croissante sur les ressources, des tensions géopolitiques accrues, des migrations forcées et une fragilisation des écosystèmes. Je parle ici en tant que témoin direct. J'ai grandi dans le sud de la France, une région que l'on associe souvent à la douceur méditerranéenne, aux champs d'oliviers, aux cigales et aux étés lumineux. Mais au fil des années, j'ai vu ce paysage se transformer. Le climat a changé, insidieusement d'abord, puis brutalement. Les pluies se sont espacées, les sols se sont asséchés, les rivières ont perdu leur vigueur. 9 mois sur 12, la terre semble souffrir, craquelée, poussiéreuse, presque stérile. J'ai connu des années où l'on en venait à faire des incantations pour appeler la pluie, comme si seule la magie pouvait encore nous sauver. Les mois sans précipitation sont devenus des saisons entières, puis des années où le ciel restait désespérément vide. Et ces 10 dernières années, une sécheresse prolongée a frappé l'Europe, vidant les grands cours d'eau, affaiblissant les nappes phréatiques et mettant à rude épreuve les écosystèmes comme les activités humaines. Face à cette réalité, j'ai pris une décision radicale: déménager vers une région plus humide, dans l'espoir de retrouver un équilibre. Et cela a porté ses fruits. Là où je vis désormais, les précipitations augmentent chaque année. Ce n'est pas un miracle, c'est une preuve supplémentaire que le cycle de l'eau est profondément perturbé. Mais il est toujours là. L'eau ne disparaît pas de la planète, elle se déplace, elle change de rythme, elle nous oblige à repenser nos usages. L'atmosphère terrestre ne va pas s'évaporer dans l'espace, il reste des solutions, et surtout, il reste de l'espoir. Les régions du monde où l'eau douce est encore abondante ont une responsabilité particulière. Elles peuvent mettre en place des systèmes intelligents de rétention pour mieux gérer les excès et les manques. Par exemple, la création de bassins de stockage, la restauration des zones humides, ou encore la réutilisation des eaux pluviales permettent de réguler les crues tout en rechargeant les nappes phréatiques. Dériver une partie des eaux de la Seine ou du Rhône, si cela est fait avec discernement, ne mettrait pas davantage en péril le cycle de l'eau. La clé réside dans la coopération. Un partage équitable des ressources hydriques, à l'échelle régionale comme internationale, pourrait répondre aux besoins des zones les plus vulnérables. Des traités comme ceux du bassin du Nil ou du Mékong montrent que la gestion collective de l'eau est non seulement possible, mais déjà en marche. Heureusement, dans de nombreuses régions du monde, des solutions concrètes sont déjà mises en œuvre pour répondre à la crise de l'eau. Ces initiatives, parfois locales, parfois nationales, montrent que la résilience est possible, même dans les contextes les plus arides ou les plus contraints. Dans les pays où l'eau douce est rare, la réutilisation des eaux usées devient une pratique courante. Il ne s'agit plus seulement d'un choix écologique, mais d'une nécessité vitale. En Californie, par exemple, les eaux usées, y compris les eaux noires, sont traitées à un niveau tel qu'elles peuvent être réinjectées dans les réseaux d'eau potable. Ce processus, appelé Potable Reuse, permet de sécuriser l'approvisionnement en eau dans les zones urbaines densément peuplées. En France, bien que plus timide, le mouvement est amorcé. Plusieurs centrales de recyclage ont vu le jour, notamment dans les zones agricoles où l'irrigation devient critique. Singapour, Israël et l'Espagne sont également en pointe dans ce domaine, avec des systèmes de traitement avancés qui permettent de réutiliser l'eau pour l'agriculture, l'industrie et même la consommation humaine. Mais au-delà du recyclage, certains pays investissent massivement dans des réformes structurelles. Le Maroc, par exemple, a lancé un plan hydrique ambitieux doté d'un budget de 115 milliards de dirhams. Ce programme comprend la construction de centrales de dessalement le long de la côte atlantique, la mise en place de systèmes d'irrigation de précision, la protection des zones inondables et la création de 29 barrages pour augmenter la capacité de stockage nationale. Le pays adopte également des solutions écologiques comme la phytoépuration, les filtres compacts et les filtres multicouches à percolation verticale, qui permettent de traiter l'eau de manière durable et décentralisée. En parallèle, le Maroc développe des mécanismes de transfert d'eau entre les régions excédentaires et les zones déficitaires, afin de garantir une répartition plus équitable des ressources.
La Chine, de son côté, déploie des projets d'une ampleur sans précédent. Le projet de transfert d'eau Sud-Nord, l'un des plus grands au monde, vise à acheminer l'eau sur des milliers de kilomètres pour résoudre les problèmes de répartition inégale entre les régions du Sud riches en eau et celles du Nord plus arides. Ce projet pharaonique repose sur des canaux, des tunnels et des stations de pompage qui traversent montagnes et plaines et qui alimentent les grandes métropoles du Nord comme Pékin et Tianjin. Mais la Chine ne s'arrête pas là. Il y a 50 ans, elle a lancé le projet de la Grande Muraille Verte, une initiative de reforestation stratégique visant à stopper l'avancée du désert de Gobi. L'objectif est colossal: planter 35,6 millions d'hectares d'arbres sur 4500 km d'ici 2050. À ce jour, plus de 20 millions d'hectares ont déjà été reboisés. Des ceintures végétales entourent désormais les déserts comme le Taklamakan, avec plus de 3000 km de végétation continue. Ces forêts ne sont pas seulement des barrières physiques contre la désertification, elles améliorent la rétention d'eau dans les sols, réduisent l'érosion, favorisent la recharge des nappes phréatiques et recréent des microclimats propices à la biodiversité. Des chercheurs chinois ont même mis au point des techniques pour transformer les sols sableux en terres fertiles, notamment dans le désert de Tahlatan, grâce à des mélanges organiques et des méthodes de stabilisation du sol. Sur le continent africain, plusieurs pays d'Afrique centrale, bien que confrontés à des défis structurels majeurs, pauvreté, instabilité politique, manque d'infrastructures, ont lancé des projets hydriques innovants depuis plusieurs années. Ces initiatives, souvent portées par des communautés locales, des ONG ou des partenariats internationaux, s'appuient sur des techniques inspirées de la permaculture, de la syntropie et de l'ensemencement aérien par seed balls. Ces méthodes permettent de reverdir des zones dégradées, de restaurer les sols, de capter l'humidité atmosphérique et de recréer des écosystèmes viables. Les résultats sont prometteurs. Des villages autrefois dépendants de l'aide extérieure deviennent progressivement autonomes en eau et en production agricole. L'Arabie saoudite, l'un des pays les plus secs et les plus chauds du monde, intensifie également ses efforts pour résoudre sa crise hydrique. Longtemps dépendant de ses nappes fossiles, le royaume a opéré un virage stratégique en combinant dessalement massif, acheminement des eaux souterraines et recyclage des eaux usées. En 2025, il a franchi une étape décisive en achevant ses grands chantiers d'acheminement vers les zones urbaines et agricoles, réduisant ainsi sa dépendance aux ressources non renouvelables. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite dispose de l'un des réseaux de dessalement les plus puissants au monde, avec plus de 30 usines opérationnelles, et prévoit d'atteindre 70% de recyclage des eaux usées d'ici 2030. Mais ce n'est pas tout. Le royaume a lancé le programme Saudi Green Initiative, qui vise à planter 10 milliards d'arbres pour reverdir certaines zones désertiques, stabiliser les sols, créer des microclimats et améliorer la qualité de l'air. Ce projet, couplé à des efforts de reforestation urbaine et de restauration des oasis, pourrait transformer durablement l'environnement du pays. D'ici 10 ans, l'Arabie saoudite pourrait non seulement sécuriser l'ensemble de ses besoins en eau, mais aussi convertir des milliers de kilomètres carrés de désert en zones végétalisées, devenant ainsi un modèle mondial de résilience en milieu aride. Alors oui, la situation est grave. Oui, ces projets sont coûteux, parfois controversés, et ne résolvent pas tous les problèmes. Mais ils existent, ils avancent. Ils prouvent que l'inaction n'est pas une fatalité, que l'humanité est capable de se mobiliser, d'innover, de coopérer, même dans les contextes les plus extrêmes. Je ne suis pas certain que les investissements et les technologies puissent contrer tous les effets néfastes des pires trajectoires climatiques imaginées, mais je suis convaincu qu'ils peuvent nous permettre de limiter les dégâts, de protéger les plus vulnérables et de construire des alternatives durables. Nous avons les moyens, nous avons les idées, nous avons la volonté. Et surtout, nous avons le droit et même le devoir d'être optimistes et de ne pas céder à la peur, car c'est dans l'espoir que naissent les solutions, et c'est dans l'action que l'espoir devient réalité.